Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre appel pour cette conférence Edith Stein, le courage de penser, qui sera tenue par Angelika Schauber. Angelika Schauber est une sommité dans notre région. Elle est bien sûr professeure émérite à l'université de Limoges, spécialisée histoire des idées et civilisations, et elle est aussi auteure d'ouvrages, certains étant plus spécialisés sur Friedrich Nietzsche. En plus de cela, Angelika est une adhérente allemande de notre association, donc ALIFRAL, Association Limousine Franco-Allemande. Donc je suis le président de la LIFRAL, donc une association créée en 1986 et qui compte à peu près 80 adhérents, dont une quinzaine d'Allemands qui soient résidents en Haute-Vienne ou en Corrèze. Et donc j'en vois quelques-uns dans l'Assemblée. Je me permets de les saluer. Nous avons l'honneur et le privilège d'avoir la présence de la consul générale d'Allemagne à Bordeaux, Madame Stefanie Zeidler, qui nous dira quelques mots ensuite. Je voulais simplement dire qu'au sein du bureau, nous sommes très honorés par votre présence. Alors c'est une présence rare et précieuse. Depuis 2003, je suis président de l'association et je n'ai eu le plaisir de recevoir une consul générale de Bordeaux qu'à 2 reprises. La première fois, c'était en 2003. Et donc, c'était Madame Gudrun Lücke-Horgaust qui était venue pour inaugurer notre premier site internet en 2003. Et j'en profite pour saluer Edith et Guy Matejka. Ce sont les parents de Thomas qui avaient été notre créateur et qui avaient donc conçu complètement ce site internet, qui avait donc intéressé la consul pour qu'elle se déplace de Bordeaux et vienne nous inaugurer le site. Donc c'était un beau moment que je voulais rappeler. Si vous souhaitez dire quelques mots, Madame la consul. Merci beaucoup, Monsieur Peugeot. Je suis consul général d'Allemagne à Bordeaux depuis l'année dernière, alors je suis encore assez nouvelle dans cette région. Je me sens encore en mission de découvrir toute ma circonscription, ce qu'est toute la Nouvelle-Aquitaine et Toulouse et Midi-Pyrénées. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de lieux, beaucoup de régions à découvrir. C'est ma première visite à Limoges. Quand j'ai reçu l'invitation pour cette conférence, merci beaucoup, Monsieur Peugeot et Madame Schauber, j'ai pensé, bon, c'est l'occasion d'y aller. Et je suis très contente, même si ce temps n'est pas favorable à faire des tours de visite de cités. Mais j'ai profité et j'ai vu un peu de la belle ville de Limoges. Je suis ravie de vous voir ici si nombreux. Ça me montre que l'intérêt, le franco-allemand à Limoges et dans cette région est vraiment vivante. La semaine dernière, j'ai rencontré et j'ai voyagé un peu avec une délégation de la Moyenne Franconie qui était ici pour les commémorations à Tully-Oradour. Et là aussi, j'ai aperçu, j'ai vu qu'il y a pas mal de amitiés, de connexions, des échanges entre cette jolie région et surtout la région de Moyenne-Franconie, mais je crois aussi d'autres régions en Allemagne. Alors, je suis très contente d'être ici. Je suis très curieuse de ce que vous avez à nous présenter, raconter. Et peut-être après, si on peut discuter vous avez des questions. Bon, je suis là pour un quelque temps encore. Merci. Merci. Avec plaisir, Madame la consul. Je voudrais juste terminer avant de passer la parole à Agnès, qui s'est occupée de cette conférence. Juste pour vous donner quelques infos sur l'actualité de notre association.
Donc demain soir, nous avons une Stammtisch à Tulle, donc c'est à la Taverne du Sommelier à 20h. Et vendredi prochain, donc ce sera le 24 juin, ce sera la deuxième Stammtisch à Limoges, donc qui a lieu dorénavant au Géracois, 15 boulevard Georges Perrin, c'est à côté de l'office de tourisme et pas loin du lycée Gay-Lussac. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une Stammtisch, le mot allemand veut dire table des habitués. Et en fait, c'est un moment convivial pour converser allemand, donc au cours d'un repas. Donc les fautes ne sont pas corrigées, c'est juste le plaisir de s'exprimer et d'échanger. Donc si vous voulez avoir des infos, vous adressez à moi, ou sinon vous inscrire, parce que je vais vous passer un mail à tous les adhérents. Vous n'oubliez pas de répondre pour que je puisse prévenir le restaurateur afin qu'il organise le repas dans les meilleures conditions. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne conférence. Merci à vous. Merci. Voilà. On a parlé de discussion, évidemment. Je suis très favorable à ce qu'on puisse discuter, mais je suis obligée de rappeler une petite consigne pratique, à savoir qu'il faut s'arrêter vers 6h moins 20, 6h moins le quart, parce qu'il faut absolument qu'on soit absolument sorti pour 18h, que le personnel est tout à fait terminé. Je crois qu'après, on pourra prendre un rafraîchissement place des Jacobins, chez Tartampion. C'est Julia qui tient ce restaurant, que l'on connaît bien puisqu'elle avait fait partie, dans les années 90, des monitrices, comme on disait à l'époque, qui donnaient des cours d'allemand pour la LIFRAL dans différentes structures, que ce soit dans les écoles primaires, dans les centres culturels à l'époque, et puis dans les communes jumelées. Voilà. Alors, je vais présenter Madame Schaubert, donc, qui est professeure émérite à l'Université de Limoges. Elle est née à Nuremberg, donc en Moyenne-Franconie, cette région qui est jumelée avec le Limousin. Elle est arrivée en 1991 au département d'allemand, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Limoges. Elle est arrivée en tant que civilisationniste, spécialiste de l'histoire des idées en Allemagne. Effectivement, peut-être je peux un tout petit peu parler de ces publications. Une publication, Géocritique de Nietzsche, cet ouvrage qui est paru en 2019 à l'Harmattan. Madame Schaubert met la pensée du philosophe Nietzsche en relation avec les lieux qui ont compté pour lui. Une autre publication intéressante, Reflet des Lumières dans la pensée allemande, publiée aussi à l'Harmattan en 2016. Et là, Madame Schaubert montrait comment des auteurs allemands ont répondu à la question que posait le philosophe Immanuel Kant en 1784, « Was ist Aufklärung » ? Qu'est-ce que l'Aufklärung ? Qu'on traduit quelquefois par « qu'est-ce que les Lumières ?» Mais Kant précisait sa question. Vivons-nous maintenant dans un siècle éclairé ? Et il répondait non, mais dans un siècle en marche vers les Lumières. Alors, en marche vers les Lumières, mais on sait que l'histoire a été quelquefois vers les ténèbres, malgré des oppositions allemandes. Et au cours de son histoire, la LIFRAL a essayé de faire connaître ces oppositions allemandes, en particulier au nazisme. En mars 1997, il y avait eu plusieurs manifestations au Conseil régional qui portaient sur les oppositions allemandes au nazisme. En particulier, une exposition qui fut inaugurée par le consul général d'Allemagne de l'époque, M. Starnitsky. Pour 2020-2021, la LIFRAL avait prévu de présenter des opposants au nazisme qui ont eu des liens avec le Limousin. C'est ainsi qu'en janvier, il y a eu la conférence de Mme Waro sur Pierre Braun, qui a été professeur de droit à la fac de droit et qui était rentré dans la résistance française dès l'âge de 15-16 ans. La LIFRAL envisage de présenter d'autres personnages, deux libraires, Fritz Picard, qui a été interné à Saint-Germain-les-Belles, Martin Flinker, qui a vécu à Limoges, et deux galeristes, Karl Flinker, le fils de Martin Flinker, qui a aussi séjourné à Limoges, et Henri Kahnweiler, qui s'était réfugié près de Saint-Léonard.
mais il faut trouver les bons intervenants. En 2019, le consulat nous a aidés à trouver un intervenant pour présenter Jürgen Habermas, le professeur Coignard, et on avait fait une conférence avec la Maison de l'Europe sur Jürgen Habermas et l'Europe. La même année, en 2019, Mme Schauber a proposé d'elle-même de faire une conférence sur Edith Stein. Edith Stein, le sous-titre est intéressant, tu l'avais dit Laurent, le courage de penser. Merci pour cette présentation. Donc je remercie la LIFRAL de m'avoir invité à faire une conférence sur Edith Stein ici à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, et notamment Agnès, qui a fait un grand travail de préparation, y compris la préparation de l'affiche que vous voyez ici. Je précise qu'Agnès Lecointre est agrégée d'allemand. Elle est membre du bureau de la LIFRAL depuis sa création, et elle était maître de conférence à l'UIT de Limoges. Et je tiens à remercier en particulier Madame Stefanie Zeidler, consul général d'Allemagne à Bordeaux, d'être venue écouter la conférence et d'être parmi nous cet après-midi. Et je suis heureuse qu'elle va rester après la conférence encore un peu pour que l'on puisse discuter aussi d'autres questions, non seulement sur Edith Stein, mais peut-être sur d'autres questions que vous avez concernant les relations entre la France et l'Allemagne aujourd'hui, ou bien sur l'Allemagne en général. Et voilà, approchons-nous maintenant d'Edith Stein. Edith Stein arrive. C'est vous alors. Comment va-t-on faire? C'est un peu... Voilà. Merci. Alors, avant de commencer ce que j'avais préparé, je voulais juste dire que l'appel à Kant, de Kant, qu'est-ce que c'est les Lumières, a aussi une phrase à laquelle je me réfère implicitement, parce qu'il dit... Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Oui, il vaut mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, il a dit que les Lumières, c'est la sortie de l'être humain de son état de minorité dont il est responsable lui-même. Et il est responsable de cette minorité s'il n'ose pas penser par soi-même. Il dit donc, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Et voilà, j'ai fait un livre pour montrer comment cet appel a été réalisé de façon plus ou moins explicite ou implicite chez plusieurs philosophes en Allemagne, et je poursuis cette approche aussi avec Edith Stein. Donc, approchons-nous vraiment d'Edith Stein maintenant. Elle est l'une des femmes allemandes les plus intéressantes, car sa vie et sa pensée sont pleines de contrastes. Dans sa biographie se croisent et se superposent différents vecteurs qui peuvent paraître difficiles à concilier. Mais chez elle, ils ne sont pas contradictoires, mais se complètent mutuellement. Nous constatons en effet chez elle une part de pensée rationnelle, philosophique et également, d'autre part, l'expérience mystique et religieuse. Excusez-moi, je vous assure que ce n'est pas la Covid, mais c'est la climatisation qui fait chez moi tout de suite que j'ai un rhume. Voilà, donc, excusez-moi, je continue. Edith Stein, elle était à la fois philosophe et carmélite, juive et chrétienne, voire une sainte de l'Église catholique. Nous trouvons de plus, dès sa jeunesse, l'engagement pour les féminismes, pour la cause des femmes. Par exemple,
en ce qui concerne leur droit de vote et bien au-delà. Chez Edith Stein, il n'y a pas de rupture. Les différentes données qui la caractérisent forment, en fin de compte, une unité harmonieuse, ce qui n'empêche pas que sa vie était aussi un chemin de croix plein de souffrances. Pour mieux comprendre Edith Stein, j'aimerais attirer votre attention sur un livre qui a pour titre Edith Stein, enquête sur la source. Il a paru en 2007 aux éditions du Cerf et son auteur, Cécile Rastoin, est carmélite, polytechnicienne et auteure d'une thèse en astrophysique. Elle a aussi traduit la correspondance d'Edith Stein, ses poèmes, ainsi que le livre « Vie d'une famille juive » auquel je me réfère à plusieurs reprises. Dans un premier temps, je vais maintenant rappeler les plus importantes stations de la vie d'Edith Stein pour développer ensuite plus en détail pourquoi je propose de comprendre cette femme d'exception sous le dénominateur « courage de penser » tel que l'indique ma conférence. Edith Stein est née le 12 octobre 1891 à Breslau, en Silésie, dans une famille juive libérale. Mais sa mère, Madame Auguste Stein, qui avait une forte personnalité, allait régulièrement à la synagogue et Edith l'accompagnait souvent. Cependant, à l'âge de 14 ans, elle arrête cette pratique et se désintéresse totalement de la religion. On peut lire quelquefois qu'elle est devenue athée, ce qui n'est pas vraiment correct. Il s'agit plutôt, ou il s'agit en effet, d'un désintérêt. Progressivement, elle va se rapprocher à nouveau du fait religieux, car en tant que phénoménologue, elle part, dans sa réflexion philosophique, des choses concrètes qu'elle découvre dans la vie quotidienne. Et comme elle observe qu'il y a des femmes et des hommes qui ont des pratiques religieuses, elle se dit qu'il faut prendre au sérieux aussi ce phénomène et essayer de le comprendre. Il ne faut pas faire l'impasse sur lui. À la fin d'un long processus et suite à plusieurs expériences, lectures et rencontres, Edith Stein est entrée en 1922 dans l'Église catholique par le baptême. De 1911 à 1916, elle fait des études supérieures en philosophie, littérature, psychologie et histoire. D'abord à l'université de Breslau, puis à Göttingen, où enseigne le professeur Edmund Husserl. Elle est passionnée par la nouvelle méthode philosophique qu'il a développée, à savoir la phénoménologie, qui demande de partir des choses concrètes. Qu'on reçoit des données, des choses concrètes que l'on reçoit comme des données et non pas comme le résultat de spéculations philosophiques. Edith prépare sa thèse de doctorat sous la direction de Husserl sur le sujet l'empathie, Einfühlung en allemand, que l'on peut traduire aussi par intuition. Das Einfühlungsproblem in seiner historischen Entwicklung und in phänoménologischer Betrachtung. Elle analyse comment nous sommes capables de comprendre ce qui se passe dans une personne qui est en face de nous. Elle traite donc des questions d'intersubjectivité ainsi que les rapports interpersonnels. En effet, la personne humaine, dans ses relations avec autrui, sera toujours au centre des préoccupations d'Edith Stein, philosophiques et autres. J'y vais revenir. Ajoutons pour l'instant
qu'Edith Stein n'était pas un penseur solitaire. Pendant toute sa vie, y compris en tant que carmélite, elle avait beaucoup d'amis et elle a mené une très riche correspondance épistolaire avec un grand nombre de personnes. Après avoir soutenu brillamment sa thèse de doctorat, le 3 août 1916, Edith Stein travaille pendant 1 an et demi comme assistante privée de Husserl pour le salaire modique de 100 marks par mois. Elle structure, à partir de ses notes sténographiées, à peine lisibles, l'ouvrage que Martin Heidegger, l'assistant officiel de Husserl à l'université de Fribourg, publiera en 1928. Certes, Heidegger a mentionné Edith Stein dans son introduction, mais il a oublié de signaler que son apport fut essentiel pour la construction de l'ouvrage. Une fois le travail terminé, Husserl propose à Edith Stein de continuer à l'assister, mais elle ne veut pas le faire, car le travail pour Husserl était très prenant et ne lui laissa pas assez de temps et d'énergie pour avancer sa propre recherche. Et elle était déçue qu'un vrai dialogue, qu'une véritable coopération intellectuelle avec Husserl n'ait pas eu lieu. Elle préfère donc retourner à Breslau, dans la grande maison de sa mère, pour préparer une habilitation à diriger des recherches afin de devenir professeur dans une université allemande. Quelques mots sur la mère d'Edith Stein s'imposent, d'autant plus qu'Edith l'aimait beaucoup. Et Augusta Stein était une femme d'affaires qui dirigeait, après la mort précoce de son mari, avec beaucoup de succès, une entreprise spécialisée dans le négoce de bois. Elle était respectée dans sa ville et on l'appelait le meilleur commerçant de Breslau, der tüchtigste Kaufmann von Breslau. En même temps, elle veille avec beaucoup d'amour sur l'éducation de ses 7 enfants qui avaient atteint l'âge adulte et dont Edith était la cadette. Elle a toujours soutenu sa fille moralement et financièrement et l'a encouragée à suivre sa propre voie à elle. Mais elle était beaucoup déçue quand la fille s'est convertie et notamment quand Edith est entrée au Carmel. C'est néanmoins en hommage à sa mère qu'Edith a rédigé le texte non philosophique à caractère autobiographique, Vie d'une famille juive. L'admiration pour sa mère n'empêchait pas Edith de ne pas suivre toujours ses conseils. Madame Stein n'a pas souhaité que sa fille travaille en 1915 comme infirmière dans un hôpital militaire en Moravie, car la réputation des infirmières était ambiguë. Ce que fait dire Edith Stein, si l'on mettait sa vertu en danger, il serait justement nécessaire que des personnes sérieuses se mettent à occuper ses fonctions. Elle précise qu'elle ne se laissait pas le moins de monde fléchir dans sa résolution, et quand sa mère déclara « Tu ne partiras pas avec mon consentement », elle répliqua avec la même détermination « Alors, je dois le faire sans ton consentement ».
Et cette détermination constitue un trait caractéristique de la personnalité d'Edith Stein, qui accompagne son courage de penser par elle-même. Revenons à son projet d'habilitation. Les efforts pour être habilité n'ont pas été récompensés. Et Edith n'a jamais obtenu un poste dans une université allemande. À l'automne 1919, elle dépose son dossier à l'université de Göttingen, mais la faculté des lettres refuse tout simplement d'examiner les 2 travaux intitulés Psychische Kausalität, Kausalität psychique, et Individuum und Gemeinschaft, individu et communauté. Elle écrit à son ami Fritz Kaufmann le 5 novembre, « Cher ami, j'ai déjà depuis 10 jours la réponse négative noir sur blanc dans ma poche. L'affaire n'est même pas allée jusque devant la faculté. Elle a été expédiée en grand silence. Die Sache ist gar nicht vor die Fakultät gekommen, sondern in aller Stille erledigt worden. Comme la notification devait prendre un tour officiel, j'ai reçu une lettre du président de la section, Hermann, m'informant qu'une précommission avait décidé de ne pas l'examiner, vu que l'habilitation pour les femmes faisait encore difficulté. Als offiziell erscheinen sollenden Bescheid erhielt ich einen Brief des Abteilungsvorstehers Hermann, dass eine Vorkommission beschlossen hätte, die Sache gar nicht zu prüfen, da die Habilitation von Damen immer noch Schwierigkeiten mache. Mais Edith Stein ne se laisse pas faire. Elle est combative, elle a du courage, elle emprunte des chemins peu habituels. Sachant bien que l'article 109 de la Constitution de la République de Weimar du 11 août 1919 garantit l'égalité entre l'homme et la femme, Edith Stein n'est pas prête à accepter le refus de l'université de Göttingen. Elle s'adresse donc le 12 décembre à Konrad Hainisch, ministre des Sciences, des Arts et de l'Éducation, pour lui demander une appréciation de principe sur la question de savoir si les femmes sont autorisées à être habilitées. Dans sa réponse, 2 mois plus tard, le 21 février 1920, le ministre écrit « Je suis d'accord avec l'avis que vous exprimez dans votre requête, selon laquelle l'appartenance au sexe féminin ne doit pas être considérée comme un obstacle à l'habilitation. » Il ajoute « J'ai informé l'ensemble des services concernés du cas particulier que vous avez présenté, c'est-à-dire son propre cas. » Mais cela ne change rien pour Edith Stein. L'université de Göttingen ne souhaita pas revenir sur sa décision illégale. Malgré tout, Edith n'est pas découragée et elle continue ses recherches dans la maison de sa mère, à Breslau. Et après son baptême en 1922, elle enseigne aussi dans le secondaire chez les sœurs dominicaines de Spire. Elle vit comme du monial parmi les autres sœurs et fut très appréciée par ses élèves. En même temps, elle fait plusieurs traductions, entre autres de Thomas d'Aquin, Questiones Disputatae de Veritate, de John Paul Newman, L'idée de l'université, et d'Alexandre Coiré, Descartes et la scolastique.
Entre 1926 et 1933, elle donne une série de conférences en Allemagne, en Autriche et en Suisse, souvent sur la thématique de la femme et de l'éducation. Son renommée s'étend aussi à la France en tant que fine connaisseuse de la pensée de Thomas d'Aquin. Elle est invitée à participer au congrès de la Société thomiste qui se tient le 12 septembre 1932 à Juvisy-sur-Orge, près de Paris, dans les locaux des éditions du Cerf. Les actes du congrès montrent qu'elle participait activement à la discussion, sans faire pourtant de conférence elle-même. Durant son séjour parisien, du 10 au 17 septembre 1932, elle a aussi visité les plus célèbres monuments de la capitale, le Panthéon, l'église Saint-Étienne-du-Mont, le Jardin du Luxembourg, la Sorbonne, l'église Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Louvre. Elle se promenait également au bois de Boulogne, se rend à la place Vendôme, grimpe les escaliers de Montmartre et prie dans l'église du Sacré-Cœur. À la Bibliothèque nationale, elle a consulté les œuvres de Saint Anselme. Recrutée la même année comme maître de conférence en Allemagne, à savoir à l'Institut de pédagogie de Münster, elle perdit son poste un an plus tard à cause de la prise de pouvoir par Adolf Hitler. Ce nouveau coup dur lui permet pourtant de réaliser enfin son vœu le plus cher depuis quelques années, devenir religieuse. En septembre 1933, elle entre à Cologne dans l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Après le pogrom de 1938, connu sous le nom de la Nuit de Cristal, elle quitte l'Allemagne et fut accueillie aux Pays-Bas dans les Carmels d'Echt. En 1942, elle fut déportée. Suite à l'appel des évêques hollandais de ne pas dénoncer les Juifs, le pouvoir allemand national-socialiste avait aussitôt réagi et décide de déporter tous les chrétiens hollandais d'origine juive. Edith Stein part avec le convoi. Le 9 août 1942, elle périt dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Ayant été à la fois victime de la Shoah et témoin du Christ, Edith Stein fut béatifiée le 1er mai 1987 et canonisée le 11 octobre 1998 par le pape Jean-Paul II. Ce qui a suscité beaucoup de questions du côté juif, y compris par la nièce, chez la nièce, Susanne Batzdorf, qui a écrit le livre « Ma tante Edith, héritage juif d'une sainte catholique ». La question se pose en effet, est-ce que cette tante que ses nièces et neveux ont beaucoup aimée est-elle une figure de conciliation entre juifs et chrétiens ou un facteur de désunion et de division? Les avis sont partagés, y compris au sein de la famille Stein, dont 20 nièces et neveux étaient présents à Cologne lors de la béatification. Le frère de Susanne Batzdorf, Ernst Ludwig
Bieberstein écrit « Tante Edith a été pour moi comme la bonne fée dans le conte de fées qu'elle nous a lu lors de ses visites à Breslau. Elle a porté ein air de Fête. Sie war für mich so etwas wie die gute Fee aus dem Märchen. Es wurde das Alltägliche zum Festlichen. Cependant, c'est de belles images, c'est des fêtes, quand les enfants ont appris la conversion de leur tante et son entrée au Carmel. Ils ont ressenti cette décision comme un rejet du monde auquel ils appartenaient ensemble. Examinons maintenant de plus près cette double identité, à la fois juive et chrétienne, qui caractérise Edith Stein, et voyons quelques conséquences qui en résultent. Elle n'a jamais voulu polariser. Elle n'a pas cherché à diviser ou à convertir les membres de sa famille. De plus, elle n'a pas renié sa judaïté. Au contraire, elle a toujours souligné qu'elle était à la fois juive et catholique. C'est ce qu'elle fait aussi dans une lettre qu'elle adresse au pape Pie XI en avril 1933 pour l'alerter sur la situation des Juifs en Allemagne. Cette lettre commence par ces mots: Saint-Père, comme fille du peuple juif, je suis depuis 11 ans, par la grâce de Dieu, fille de l'Église catholique. J'ose exprimer devant le Père de la chrétienté ce qui accable des millions d'Allemands. Als ein Kind des jüdischen Volkes, das durch Gottes Gnade seit 11 Jahren ein Kind der katholischen Kirche ist, wage ich es, vor dem Vater der Christenheit auszusprechen, was Millionen von Deutschen bedrückt. Edith Stein constate que depuis des semaines, nous voyons en Allemagne se produire des agissements qui témoignent d'un total mépris de toute justice et de toute humanité, sans parler de l'amour du prochain. Wir sehen in Deutschland Taten geschehen, die jeder Gerechtigkeit und Menschlichkeit, von Nächstenliebe gar nicht zu reden, Hohn sprechen. Elle constate aussi que les mesures de boycottage des magasins juifs amènent beaucoup de gens à désespoir et poussent aussi des personnes au suicide. Et elle dit, bon, une partie de la responsabilité pour cette évolution revient aussi à ceux qui ne disent rien, mais préfèrent se taire. Et dans sa lettre, Edith ose même faire quelques remarques d'ordre théologique. Cette idolâtrie de la race et du pouvoir étatique, martelée chaque jour aux masses par la radio, n'est-elle pas une hérésie ouverte? Ist diese Vergötzung der Rasse und der Staatsgewalt, die täglich durch Rundfunk den Massen eingehämmert wird, nicht eine offene Hérésie? Ce combat en vue d'éliminer le sang juif n'est-il pas un blasphème contre la très sainte nature, notre humanité, de notre Rédempteur, de la bienheureuse Vierge et des Apôtres? Ist nicht der Vernichtungskampf gegen das jüdische Blut eine Schmähung der allerheiligsten Menschheit unseres Erlösers, der allerseligsten Jungfrau und der Apostel?
On doit reconnaître que cette lettre à Pie XI demande beaucoup de courage à Edith Stein, car il ne va pas de soi qu'une femme, juive de plus, qui n'est chrétienne que depuis quelques années, s'adresse de façon si ouverte au pape. 6 mois avant son entrée au Carmel, Edith Stein n'a rien perdu de son courage de penser par elle-même et de l'exprimer publiquement, comme elle l'a fait en 1919 lorsqu'elle a écrit au ministre des Sciences, des Arts et de l'Éducation pour savoir si les femmes sont autorisées à être habilitées. Maintenant, j'aimerais vous donner encore quelques exemples de ce qui caractérise le caractère d'Edith Stein sous cet aspect du courage de penser et aussi de son engagement pour des choses d'intérêt public. Dès sa jeunesse, elle s'est intéressée à la politique et au moment du baccalauréat, ses camarades de classe ont écrit à son sujet le poème suivant. Gleichheit der Frau mit dem Manne, so rufet die Suffragette, sicherlich sehen dereinst im Ministerium wir sie. Égalité de l'homme et de la femme, c'est ce que la suffragette réclame. Assurément, un de ces jours, nous la verrons ministre. Elle n'est jamais devenue ministre, ce qu'elle n'a pas souhaité être, mais elle était membre de l'association prussienne pour le droit de vote des femmes. Et après la Première Guerre mondiale, elle s'inscrit au Deutsche Demokratische Partei, le parti libéral fondé par Friedrich Naumann et la féministe Helene Lange. Je suis très prise par les affaires politiques, écrit-elle à son ami Roman Ingarten le 30 novembre 19, en précisant que non seulement elle a adhéré au Parti démocrate, mais qu'il est même question qu'elle soit prochainement élue ici, dans le bureau du parti. 3 semaines plus tard, elle a pourtant pris ses distances. La vie politique ne lui convient pas. Je suis écœurée par la politique, écrit-elle dans une nouvelle lettre à Roman Ingarten, car elle constate qu'il lui manque complètement ce qu'il faut pour ce métier. Une conscience pas délicate et une peau bien épaisse. Die Politik habe ich satt bis zum Ekel. Es fehlt mir das übliche Handwerkszeug, dazu völlig ein robustes Gewissen und ein dickes Fell. Elle ajoute qu'elle préfère avancer son projet d'habilitation parce que c'est dans ce domaine qu'elle se sent vraiment à l'aise. Pourquoi, peut-on se demander, Edith Stein s'accroche-t-elle autant à ce projet d'habilitation et à la philosophie en général? Oui, pardon. Et à la philosophie en général. Pour le comprendre, il faut tenir compte de ceci. Elle est convaincue que, je cite, « Nous sommes au monde pour servir l'humanité » et elle trouve que ce service peut être rendu de différentes manières en fonction des talents de chaque personne. On trouve cette citation dans Vie d'une famille juive quand elle raconte comment elle a décidé des études qu'elle va commencer.
car un de ses oncles essaye de la convaincre de devenir médecin, mais elle ne le souhaite absolument pas. Je pesais les objections de mon oncle devant mon choix de carrière. Avais-je vraiment pris la bonne décision? Nous sommes en ce monde pour servir l'humanité. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire ce pourquoi on a les aptitudes requises. Donc, la conclusion m'a paru incontestable. Je me débarrassais de tous mes doutes et j'ai écrit à mon oncle. Der Schluss schien mir einwandfrei. Ich schüttelte alle Zweifel ab. Alors, une fois de plus, on voit cette détermination d'Edith Stein d'aller jusqu'au bout du chemin et de suivre ce qu'elle a trouvé de correct, de juste, de bien pour elle, et non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Parce qu'elle ne veut pas se développer elle-même pour quoi que ce soit, mais elle a toujours à l'intérieur d'elle ce souci de faire quelque chose pour autrui, que ce soit au sein de sa famille, dans l'école où elle enseigne, ou justement aussi par la philosophie, par son écriture. Et comment on peut expliquer ce choix? Je pense qu'on y voit quand même l'héritage du classicisme allemand, de Schiller et de Goethe. En effet, dans Wilhelm Meister, dans les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, Goethe fait dire à Wilhelm: « Me développer tel que je suis fut dès ma jeunesse ma volonté et mon intention. » Et on peut dire aussi, on doit dire aussi, que les classiques allemands, Schiller et Goethe, étaient très appréciés par les juifs allemands, peut-être plus que par le reste de la population. Et Erna Bieberstein, née Stein, la sœur la plus proche d'Edith et de 2 ans son aînée, rapporte en effet que les classiques étaient très connus par Edith. Elle faisait, pour ainsi dire, partie de la famille Stein. Je me souviens que Paul, mon frère le plus âgé, portait Edith sur son bras et se promenait avec elle dans l'appartement. Il lui chantait des chants d'étudiants, où il lui annonçait, il lui racontait, montrait des photos dans des livres sur l'histoire littéraire, en lui parlant en même temps de Schiller et de Goethe. Edith Stein, ainsi tel que se souvient sa sœur Erna, avait une mémoire excellente et se souvenait de tout. Elle observait aussi ceci: parmi nos nombreux oncles et tantes, plusieurs aimaient taquiner Edith et voulaient l'induire en erreur, en suggérant par exemple que Goethe a écrit Marie Stuart. Mais cela n'a pas marché. Edith était certaine que Schiller en était l'auteur. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, elle avait en effet des connaissances littéraires. Je reviens à la question de savoir, où je précise la réponse à la question de savoir pourquoi Edith est tellement passionnée par le travail intellectuel. Pourquoi? Parce que c'est sa propre voix, dirais-je. Et elle est prête, ou est-ce qu'elle est prête,
on va la voir à la fin de ma communication, d'abandonner aussi cette volonté de philosophie et ce travail intellectuel. Maintenant, je constate que ce travail est si important pour elle qu'elle le met même, pendant la Première Guerre mondiale, au-dessus d'une activité considérée comme plus féminine, celle de soigner les malades. En 1915, elle travaille avec beaucoup de dévouement comme infirmière dans un hôpital militaire en Moravie. Au bout de 5 mois, pendant, elle se demande si elle est bien à sa place ici, car d'autres personnes peuvent également soigner les malades. Elle arrive à la conclusion, après avoir consulté aussi une amie, qu'il vaut mieux qu'elle se consacre à la rédaction de sa thèse de doctorat. 2 années plus tard, elle est toujours aussi convaincue de l'importance de son travail intellectuel et elle écrit à Ingarten le 7 juillet 1917 que 2 choses seulement lui permettent de conserver son élan vital, le désir de voir ce que va devenir l'Europe, die Begier zu sehen, was aus Europa wird, et l'espoir de pouvoir apporter sa part à la philosophie. Die Hoffnung, etwas für die Philosophie zu leisten. Edith Stein croit en effet à la force de l'esprit, de l'intellect et de l'écriture. Et cela se traduit aussi par le fait qu'elle a rédigé ses souvenirs d'enfance, publiés sous le titre « Vie d'une famille juive ». Ce texte constitue pour elle une forme de résistance contre le national-socialisme et la persécution des Juifs, contre la haine des Juifs telle qu'elle fut propagée dans l'idéologie nazie. Ce texte fut écrit entre 1933 et 1935, durant les 2 premières années passées au Carmel de Cologne. Dans la préface, écrite en septembre 1933, juste avant l'entrée au Carmel, Edith précise qu'elle veut témoigner de façon concrète de ce qu'était la vie juive en Allemagne avant 1933, afin de riposter à l'image ignoble dessinée par les hitlériens. Ce que je veux écrire dans ces pages ne prétend pas être une apologie du judaïsme. Développer l'idée du judaïsme et la défendre contre les falsifications, écrire l'histoire du peuple juif, il y a des gens qualifiés pour cela. Je veux seulement écrire, en toute simplicité, mon expérience vécue de ce qu'a été être juif à cette époque. Un témoignage parmi d'autres. Je veux renseigner celui qui a à cœur de s'informer impartialement à partir des sources. Il ajoute que son intention première était d'écrire les souvenirs de sa mère, mais elle n'a pas trouvé assez de temps pour recueillir le témoignage de sa mère et a donc mis sur papier ses propres souvenirs. Quant au courage de penser, Quant au courage de penser relié au désir de servir l'humanité, il s'exprime chez Edith Stein aussi, non seulement dans l'écriture,
et le travail intellectuel, mais aussi à travers ses actions et relations avec autrui. Et cela peut aussi avoir pour conséquence qu'elle ne respecte pas toujours certains interdits quand le bien-être d'une autre personne est en cause. Un exemple de l'hôpital militaire en Moravie en témoigne. Elle observe qu'un homme fume sa pipe, elle le laisse faire, bien qu'elle sache que c'était soit interdit. Juste derrière moi se trouve un Tchèque, un homme d'âge moyen, petit et frêle. Ses pieds étaient si gelés que certains doigts de pied étaient devenus noirs, comme du charbon, et durent être amputés. Il ne dormait presque jamais et avait presque toujours sa pipe à la bouche. Je le lui permettais, sans faire d'histoire, bien qu'il fût interdit aux malades de fumer dans leur lit. Je ne voulais pas lui ôter cette consolation. Er schlief fast nie, hatte fast die ganze Nacht seine Pfeife im Munde. Er ließ es ruhig zu, obgleich es den Leuten verboten war, im Bett zu rauchen. Ich mochte ihm diesen Trost nicht nehmen. À l'hôpital, on montre aussi d'une autre manière comment Edith Stein était capable d'empathie. Le patient qui était à ce moment-là le plus gravement atteint était un jeune commerçant italien de Trieste. Sa bouche était constamment remplie d'un mucus, souvent mélangé de sang. Schwester Loni me demanda de lui nettoyer la bouche, souvent la bouche avec un linge chaque fois que je passerais devant lui. Il me remerciait toujours d'un regard pour ce petit geste charitable. Für diesen Liebesdienst dankte er immer für einen Blick. Et Mario ne peut même plus parler. Il avait complètement perdu la voix, mais Edith Stein comprend néanmoins ce qui se passe en lui. Médecin et infirmière parlaient de lui à son chevet comme s'il ne comprenait rien. Mais je voyais à ses grands yeux brillants qu'il était parfaitement conscient et prêtait grande attention à chaque mot. La plupart du temps, il gissait dans son lit sans bouger, mais il nous suivait des yeux. Ich sah es seinen großen, glänzenden Augen an, dass er bei völlig klarer Besinnung war und gespannt auf jedes Wort hörte. Meist lag er ganz still da, folgte uns aber mit den Blicken. Il nous reste maintenant à poser cette question, ou ces questions suivantes, qui peuvent paraître intrigantes. En entrant au Carmel, en se retirant du monde, Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix en religion, n'a-t-elle pas oublié son désir de servir l'humanité? N'a-t-elle pas renoncé au courage de penser par elle-même? Et finalement, n'a-t-elle pas abandonné la philosophie en faveur de la prière? Je répondrai que cela n'a pas été le cas pour les trois volets en question. Et cela pour les raisons suivantes. En ce qui concerne le désir de servir l'humanité, il n'est pas pour Edith Stein d'opposition avec la vocation de carmélite. Au contraire,
Elle ne s'est pas retirée derrière les murs du monastère pour trouver la quiétude personnelle, mais afin de prier pour les femmes et les hommes qui vivent dans le monde. En tant que carmélite, elle se tient debout devant Dieu pour tous. Quant au courage de penser par soi-même, Edith Stein le conserve au Carmel, du moins en partie. Ainsi, Céline Rastoine, que j'ai mentionné au début comme auteur du livre Edith Stein, Enquête sur la source, elle écrit « Sœur Bénédicte, sur certains points, comme celui de la liturgie, ne cache pas son désaccord avec ses supérieurs. Cela ne l'empêche pas pour autant de s'incliner devant l'autorité. En ce qui concerne, enfin, la philosophie, la question de savoir comment peut-on être à la carmélite et philosophe, pour Edith Stein, cela trouve une réponse non difficile, une réponse évidente pour elle. Faire de la philosophie, écrit-elle, est certes inhabituel pour une carmélite et ne constitue pas la chose la plus importante dans sa vie. Elle précise que si son bonheur y trouvait ses assises, il aurait un fondement peu solide. D'après l'expérience d'Edith Stein, la structuration très réglementée de la journée au Carmel ne constitue pas une entrave à la philosophie. Au contraire, certes, le travail intellectuel veut que l'on s'y adonne entièrement. Mais ne pas pouvoir rester plus de 2 heures d'affilée sur un manuscrit empêche que l'on soit dévoré par son travail. Pour terminer, j'aimerais dire encore une fois de plus que le courage de penser est très important pour Edith Stein et la caractérise en bonne partie. Et je voudrais ajouter que chez elle, nous trouvons aussi d'autres formes de courage qui méritent d'être examinées en détail. Et je suis en train... oui, il y a aussi d'autres formes de courage qui méritent d'être examinées en détail, et j'ai commencé à le faire un peu. Il s'agit du courage de croire en Dieu à une époque où cela n'allait pas de soi. Et il s'agit également du courage d'aimer son prochain, l'aimer de différentes manières. En effet, Edith Stein est d'avis que notre amour pour Dieu se mesure à notre amour pour le prochain. Et l'amour du prochain se manifeste souvent, mais pas exclusivement, à travers l'empathie. Cette capacité qu'Edith Stein a analysée de façon théorique dans sa thèse de doctorat et qu'elle a mise en pratique au jour le jour. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions et remarques. Oui, il y a plusieurs voix. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro? Je crois. Une question d'ordre géographique. Breslau ou Wrocław
où elle est née, faisait partie de la région allemande, parce que c'est en Pologne maintenant. Attendez, je n'ai pas très bien compris Là votre où question. là où est née Edith Stein, Edith Stein, oui. à ce moment-là, c'était allemand. C'était allemand, maintenant c'est polonais. Voilà. C'est la Silésie, mais qui est maintenant polonais. D'accord. Et où il y avait toujours beaucoup de Polonais aussi. D'accord. Même à l'époque où elle appartenait à l'Allemagne. Et Breslau s'appelle maintenant Wrocław. Il convient, chers collègues, de vous remercier pour cette conférence où vous avez témoigné d'une grande empathie à l'égard d'Edith Stein. Alors, juste une petite question. J'ai remarqué qu'elle s'intéressait beaucoup à Newman et notamment à son idée d'université, qui est une superbe œuvre, elle aussi, et qui présente la connaissance totale dans les universités, telle qu'on ne la connaît plus. Oui. Et qui incluait, outre la philosophie, la théologie, etc., connaissance totale. En effet, elle a cette Oui. conception globale, universelle Absolument. de l'université. Mais vous, Madame Lemoine, oui, je voulais dire Madame le professeur Lemoine, très cher collègue, en tant qu'angliciste, Oui, justement. vous connaissez certainement bien ou mieux Newman que moi. Peut-être pouvez-vous nous donner quelques détails, si vous le souhaitez. La grande notion, c'est cette idée de connaissance totale Exactement. qui existait dans les universités, où il y Oui. avait des départements de philosophie, théologie, et ça, c'est dans la droite ligne, d'ailleurs, du thomisme, finalement. Tout à fait, oui. Et Voilà. cette idée de l'université se trouvait en Europe, un peu partout, Oui, dans tous les pays, en France Oui, aussi, oui. en Allemagne. oui, oui. En Mais par Allemagne des aussi, restructurations oui, oui. des dernières décennies, cela s'est perdu, souvent. Alors, juste un mot sur l'université de Wrocław que j'ai visitée moi-même. Superbe université européenne, de style baroque, de style gothique, superbe, superbe. Et justement, il y a à l'honneur la métaphysique. Merci. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire notre collègue et amie, Madame Lemoine, sur l'empathie, que l'on traduise le mot par Einfühlung, par empathie ou par intuition. Je pense que tout le monde est d'accord pour vous remercier d'avoir su vous-même nous présenter Edith Stein mit Einfühlung. Merci. Et je ne voudrais pas non plus parler de la manière dont j'ai eu moi-même à m'occuper d'Edith Stein par le biais de mes travaux sur Gertrude von Lefort. Je dirais simplement qu'il s'agissait à l'époque de la plus grande femme de lettres catholique allemande et que Edith Stein appréciait beaucoup ses travaux, spécialement son traité Die ewige Frau, la femme éternelle. Néanmoins, lorsque Gertrude von Lefort a proposé d'elle-même de rendre visite à la mère d'Edith Stein, Edith a écrit une lettre très délicate pour la mettre en garde et lui présenter la meilleure manière d'aborder sa maman, parce que les problèmes étaient évidemment tels que vous les avez décrits tout à l'heure dans votre exposé. Donc c'est pas pour parler de Gertrude von Lefort que je prends le micro, mais pour essayer avec vous de réfléchir au mystère d'Edith Stein. Vous avez parlé de son courage de penser et personnellement je vous remercie d'avoir eu vous-même le courage de nous faire penser. C'est bien, merci. Alors, je voudrais prendre 3 exemples que j'essaierai ensuite de réunir. Le dernier concernant Edith Stein directement. Je vais prendre 3
personnalités allemandes qui sont mortes en camp de concentration. Mon premier exemple, je l'ai choisi volontairement parce qu'il a quelque chose à voir avec Limoges, à travers la personnalité parfois controversée de Monseigneur Piguet, évêque de Limoges, qui a été en tout cas le seul évêque français à mourir, à être déporté, et qui a joué un rôle qu'on ne peut pas définir autrement que providentiel, puisque c'est lui qui a ordonné prêtre le séminariste Karl Leisner. S'il n'y avait pas eu Monseigneur Piguet au camp de concentration de Dachau, Karl Leisner serait mort séminariste sans avoir pu recevoir les ordres. C'est de Karl Leisner que je voudrais parler. La dernière parole qu'il ait écrite dans son journal est la suivante: Segne Herr meine Feinde. Bénissez, Seigneur, mes ennemis. Mon deuxième exemple, c'est un écrivain fort peu connu en France encore, et peut-être même en Allemagne, c'est Friedrich Reck Malecheven. Il est connu surtout par son journal qu'il a rédigé pendant les années sombres et qui est paru sous le titre, de façon posthume, sous le titre Tagebuch eines Verzweifelten, journal d'un désespéré. Reck Malecheven cachait le manuscrit de son journal à différents endroits, dans son jardin, dans des champs, dans la forêt, et ses proches savaient l'existence de ce texte. Il a été déporté sur dénonciation et il est mort lui aussi au camp de Dachau, quelques semaines seulement avant la libération du camp. La cause officielle de sa mort, c'est le typhus. Ce qui nous intéresse peut-être davantage, c'est la dernière lettre qu'il a écrite à son épouse et qui nous est conservée, et qui dit, entre autres, « Ich verbiete, dass an einem derer, die mich durch nichtswürdige und verlogene Denunziation hierher gebracht haben, jemals Rache geübt wird. J'interdis qu'on se venge sur un seul de ceux qui, à cause de leur dénonciation, m'ont amené ici. Mein Gedenken ehrt ihr, wenn ihr Böses mit Gutem, ja mit tätiger Hilfe vergeltet. Vous honorerez mon souvenir si vous rendez le bien pour le mal, et même en faisant preuve d'une charité active. Merci beaucoup, Joël Potier. Et mon troisième exemple, c'est Edith Stein. Dans le convoi dont vous avez parlé, et je crois qu'il y avait 1200 juifs de confession chrétienne qui ont été déportés en même temps qu'Edith Stein, il y avait aussi le religieux Wolfgang Rosenbaum. Et dans l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de publier, Christen im Widerstand gegen das Dritte Reich, le franciscain Ottokar Mundt a écrit un chapitre, Wolfgang Rosenbaum begegnet Edith Stein, et bien sûr, nous ne savons pas du tout ce qu'ils se sont dit, car effectivement, Edith Stein présente dans l'histoire de la géographie un exemple type de saint dont on sait bien comment il a vécu, mais dont on ne saura jamais ici-bas comment elle est morte. Et donc, Wolfgang Rosenbaum pense que lorsqu'ils se sont rencontrés, puisqu'ils portaient là encore l'habit religieux, l'un comme l'autre, ils se sont salués en se disant « Shalom, shalom », puisque Wolfgang Rosenbaum était d'origine juive lui aussi. Merci beaucoup pour ces informations précieuses, très précieuses. Est-ce qu'il y a, je pense que oui, d'autres questions sur Edith Stein? Moi, j'aurais une petite question qui est assez terre à terre, c'est-à-dire, est-ce que tu pourrais commenter très brièvement les photos qui sont exposées? Oui, bien sûr. Je me suis dit, je ne vais pas les intégrer dans la communication, comme on le fait souvent, mais de les mettre comme ça, pour que tout le monde peut les contempler pendant assez longtemps. Et en effet, on voit sur la première photo, en haut,
c'est Madame Auguste Stein, la mère d'Edith. En dessous, vous voyez Edith et Erna. J'ai cité Erna, qui était la sœur la plus proche d'Edith, et de 2 ans son aînée. Alors on voit que les deux filles se ressemblent pas beaucoup, et Edith écrit aussi, bon, que sa sœur avait l'air beaucoup plus juive qu'elle-même, parce qu'elle-même, elle n'a pratiquement pas connu d'antisémitisme, parce qu'on ne voyait pas d'indice qu'elle pourrait être juive, ce qui était quand même possible chez certains membres de sa famille, dont sa sœur Erna. Alors, la photo qui est aussi sur l'affiche, c'est Edith Stein à Göttingen en 1913, à 22 ans, quand elle a fait ses études. Après, on la trouve au Lazareth en Moravie. Et bon, on lui a dit que les hôpitaux sont quelquefois des lieux d'une vie assez légère, des mœurs pas toujours acceptables. Et il a dit non, il faut y mettre des gens sérieux. Et à peine arrivée, elle assiste, en effet, elle est invitée à assister à une fête où on a bu beaucoup d'alcool. Et elle ne voulait pas boire, mais finalement, bon, elle s'est imposée, on lui faisait pas boire. Et quand on a pris la photo de ce groupe, elle montrait vraiment, par son expression, qu'elle n'était pas d'accord avec cette ambiance, parce qu'elle dit, bon, à côté, il y a les gens qui meurent, qui sont gravement malades, et ici, on boit énormément d'alcool, etc. En dessous, il y a un jeune homme. Qui est ce jeune homme? J'ai dit, Edith Stein a eu beaucoup d'amis aussi, qu'elle était aussi amoureuse, et il y a Hans Lips, qui était philosophe, aussi médecin, et Edith Stein était fascinée par lui, parce qu'il avait un caractère anti-bourgeois, peut-on dire, et il disait par exemple aussi, ah non, c'est pas la peine que je vous explique quelque chose, la chose s'explique d'elle-même. Il était sûr de lui, et bon, Edith Stein trouvait qu'il avait un caractère bien, dans le sens qu'il n'était pas conventionnel, et on le voit ici à Verdun. Il était soldat allemand à Verdun, et qu'est-ce qu'il fait? Il caresse une chouette, donc qu'il a trouvée dans une église près de Verdun. Donc voilà, c'est quand même aussi une image d'un soldat allemand. On se dit quand même, pourquoi ils n'ont pas tous caressé des chouettes? Voilà. Et donc, Edith Stein était amoureuse. Bon, finalement, il avait une vie sentimentale un peu tumultueuse. Et bon, il s'est marié aussi. Il avait 2 filles. Et quand sa femme est morte, il est revenu. Il a essayé de renouer avec Edith Stein, mais elle a dit, entre-temps, j'ai trouvé un amour plus grand. Et on trouve cette expression à plusieurs reprises aussi dans sa correspondance, parce que quelquefois on se demandait aussi, mais pourquoi va-t-elle au Carmel? Et là, elle a écrit à Hans Lips, non merci, j'ai trouvé maintenant un amour plus grand auquel je resterai toujours lié. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait en photo? La photo avec le chapeau a été prise à l'époque où Edith Stein était à Spire, chez les Dominicaines, où elle a enseigné dans le secondaire. En bas, on la trouve, comment ça fonctionne? Ici, c'est elle, au milieu de jeunes femmes qui étaient ses étudiants à
À Münster, évidemment. Où elle était à Münster alors, où elle a eu ce poste de maître de conférence à l'Institut de pédagogie. Donc c'était pendant cette année où elle a eu une certaine reconnaissance par une institution de recherche. Il faut quand même ajouter que c'était un établissement catholique. L'université laïque n'a pas voulu d'elle. Et les deux autres photos montrent Edith Stein comme religieuse, comme dans le jardin du Carmel de Cologne. Et en bas, la photo a été prise juste avant sa déportation en 1942 aux Pays-Bas, au Carmel d'Echt. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette question? Oui. C'est juste une anecdote amusante à propos du soldat avec la chouette. Oui. Mon grand-père a écrit ses mémoires, et pendant la Première Guerre mondiale, bien entendu, ils avaient, ces hommes et lui, capturé 2 jeunes hiboux qu'ils ont élevés. Et ces hiboux étaient très utiles, parce qu'ils entendaient les avions ennemis, bien sûr, bien avant les hommes. Voilà, d'où l'intérêt des hiboux. Donc, j'y ai pas pensé, mais j'ai pensé à ce qu'il avait chez lui, chez sa mère aussi, un hibou qu'il a laissé évidemment auprès de sa mère, et il en était triste qu'il n'avait plus son hibou, parce que le hibou, la chouette, c'est aussi l'animal de la sagesse, l'animal qui accompagne la déesse Minerve, Athéna. Alors, vous avez raison, il y avait aussi cet enjeu militaire auquel je n'ai pas pensé, mais je pense qu'il y avait quand même aussi la nostalgie de son hibou qui finalement ne pouvait plus rester auprès de sa mère parce qu'elle ne pouvait plus acheter des canaris et le hibou aimait bien manger des canaris. Mais merci pour cette information. Dans ces conditions effroyables, les animaux étaient très importants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Vous avez peut-être aussi des questions pour Madame Zeidler concernant les relations franco-allemandes, l'Allemagne. Elle peut bien vous répondre. Je crois savoir qu'il y a une délégation de Fürth qui est ou qui va arriver à Limoges. Et je crois que l'une des questions, c'est l'enseignement de l'allemand, à différents niveaux. Ah, est-ce que vous... Non, mais je ne sais pas si on a dit qu'on pouvait parler vous... d'autre chose que des Liechtenstein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Je sais qu'il y a donc ces jours-ci une délégation de Fürth et que l'un des sujets c'est la disparition de l'enseignement de l'allemand en Limousin. Oui, en effet, la semaine prochaine, une délégation de la moyenne Franconie va être ici à Limoges pour ce que j'ai entendu parler au rectorat et aux représentants d'écoles et universités d'enseignants ici à Limoges. Et c'est vrai, ça c'est un de nos grands soucis, que l'enseignement de l'allemand, ça chute, je crois, il faut le dire. En Allemagne, il faut dire la vérité, en Allemagne c'est la même chose avec l'enseignement du français, c'est aussi ça se baisse. Et c'est un grand souci, même sur le niveau politique. Vous savez, il y a le traité de Aix-la-Chapelle, et dans ce traité, on est convenu de
essayer de faire quelque chose pour encourager, pour soutenir l'enseignement des langues de l'autre partenaire. Il y a une commission qui n'a pas encore publié son rapport, mais il a été créé une commission franco-allemande pour se faire des sous-fours, pour faire un plan. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'enseignement de l'allemand en France et l'enseignement du français en Allemagne, mais il travaille encore, on va voir. Moi, je trouve ça vraiment... je le trouve triste et frustrant parce que moi, j'encontre beaucoup de professeurs d'allemand. Évidemment, je rencontre les profs qui sont très engagés, qui ont des proviseurs qui sont très encourageantes. Moi, je trouve des élèves qui font du bon travail, mais je sais très bien que ce n'est pas représentatif. Hein, personnellement, je trouve... on va voir que cette commission d'experts, qu'est-ce qu'il suggère. Ce sont des choix personnels, non? Je crois que c'est très difficile de faire quelque chose au niveau politique. Ce sont les parents qui pensent que c'est plus important d'apprendre ou l'allemand ou l'anglais ou l'espagnol, par exemple. Je crois que c'est le grand souci, et en France et en Allemagne. Ce qu'on peut faire est de mettre en avance, encourager tous ceux qui font un très bon travail, aussi de mettre en avance, je crois, ce qui est exemplaire en ce qui concerne l'allemand en France et le français en Allemagne. Il y a tant de programmes, de projets, d'opportunités pour faire des échanges. Il y a l'université franco-allemande. Il y a tant d'opportunités pour tous ceux qui apprennent l'allemand en France et le français en Allemagne pour profiter de la connaissance de l'autre langue dans leurs études, dans leur formation, dans leur travail. Et je crois qu'il faut faire bonne publicité pour tout ça. J'entends un peu ma mission à faire tout cela, et je sais ce que... Je vous souhaite que vous allez réussir, Madame Seidler. C'est une petite contribution, je crois, mais on essaie parce que c'est vraiment importante. Et je suis quand même un peu pessimiste. Je crois qu'il faut être aussi réaliste, parce que vous citez le traité d'Aix-la-Chapelle. Très bien, mais j'ai expliqué presque tous les ans à mes étudiants aussi le traité de l'Élysée de 1963, le traité sur la coopération franco-allemande, appelé aussi le traité d'amitié franco-allemande, où justement la troisième partie à réaliser, c'est l'enseignement et l'apprentissage de la langue. Donc c'est écrit noir sur blanc en 63, qu'il faut l'approfondir, élargir. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup plus d'Allemands qui ont appris le français et des Français qui ont appris l'allemand. Alors c'est quand même un problème. Il y a beaucoup de réalisations, non seulement de projets. On peut parler de l'université franco-allemande, qui est quand même un succès. On peut parler de la chaîne de télévision Arte. On peut citer beaucoup d'exemples d'une bonne coopération. On peut parler aussi de l'Airbus, etc., etc., etc. Mais souvent, dans ces coopérations, par exemple industrielles, économiques, on parle plutôt l'anglais que la langue de l'autre. Donc, je sais de moins en moins comment la pente peut être remontée. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour... comme je l'ai dit, au moins ici en Limousin, où hélas,
il n'y a pratiquement plus de département d'allemand. Et on a eu tout. On a préparé à l'agrégation, au CAPES, et progressivement, on nous a toujours dit, vous n'avez pas assez d'étudiantes. C'est vrai par rapport à la sociologie et d'autres, mais comme vous l'avez très bien expliqué, quand quelqu'un fait de l'allemand, il a quand même de bonnes choses de trouver un emploi. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Bon, je sais, c'est un petit goût dans une grande océan, ou peut-être c'est plutôt un grand désert. Et comme je dis, finalement, ce sont des choix personnels. Ben, je crois encourager tous ceux qui font un bon travail et donner de la visibilité à tous ceux qui font de l'effort. Et je crois que ça, c'est important et ça peut contribuer, peut-être sauver ce qu'il y a. Et bon. Merci. Oui. Oui. Je suis allée à Paris dernièrement. J'ai été très surprise de voir des petites affichettes. Pardon. Vous m'avez entendu au départ? Oui. De voir des petites affichettes dans des vitrines ou sur des colonnes là, où on cherchait des gens qui parlaient allemand. Oui. Donc je me suis dit que peut-être un beau jour on allait se rendre compte qu'il fallait qu'il y ait des gens qui apprennent l'allemand. Donc écoutez, je suis peut-être optimiste, hein, mais on peut rêver. Oui. Mais j'étais très très surprise parce que j'en ai pas vu une. Hein. C'était curieux. Mais les réformes successives de l'éducation nationale, je ne vais pas critiquer maintenant ici en détail, n'ont pas vraiment fait avancer la cause de l'allemand, pour le dire comme ça. Ah, mais ça c'est clair. Malheureusement. Et on cherche maintenant des gens sachant parler l'allemand. C'est quand même triste. Mais ça va changer, il faut garder l'espoir. La situation internationale actuelle va peut-être rapprocher les peuples. Frédéric, tiens, débarrasse-moi de ça. Je voulais demander une question parce que je ne suis plus du tout à l'ordre du jour. J'ai des enfants qui ont largement dépassé le stade scolaire. Mon dernier a 26 ans. Ça vient aussi peut-être que si on proposait l'allemand aux maternelles ou aux écoles primaires, parce qu'à l'époque de mon fils, on ne le proposait pas du tout. Peut-être, alors je ne sais pas justement, c'est ma question, est-ce qu'on le propose maintenant ? Et puis la deuxième chose, c'est que moi je vais souvent à Berlin et je suis désolée, mais les visites, c'est en français, en allemand et en anglais. Point. Et en russe, si on est dans le secteur, l'ex-secteur allemand. Il n'y a pratiquement aucun, même traduction, même audio guide en français, sur les choses importantes. Alors peut-être aussi que l'Allemagne devrait aussi faire un effort de ce côté-là. Dans les autres villes, Munich, c'est pareil, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses en français. Hein, voilà. Merci pour cette contribution. D'autres questions, remarques, peut-être suggestions? Nous sommes tous... Il faut aussi que les études soient très utilitaires. Ainsi, par exemple, certains étudiants choisiront le chinois, non pas pour l'amour de la langue, le travail de la langue, mais pour le commerce. Bien sûr, mais pas à l'école primaire. Et pour le CV. Pas à l'école primaire. Si vous voulez, si à l'école primaire, on leur présente l'allemand, peut-être qu'ils en feraient. À l'école primaire, et des jeunes, des intervenants, on va plus pour faire des intervenants dans des banques différentes à l'école primaire, ça coûte cher. Et ce sont des mesures d'économie, et c'est un apport qui conduit à un appauvrissement culturel. Oui. On est d'accord. Alors, moi, je suis bénévole au périscolaire d'une petite commune. Et nous avons chanté, avec mon mari, nous avons chanté des chansons en allemand. Et les enfants, vraiment, les reprenaient sans problème. Le petit navire, Enemenemist, hein, le Amstramgram allemand. Et je vous assure qu'ils étaient très fiers et chantaient vraiment, sans compter tout ce qu'il y avait, le Vogel, là, tout pour Pâques, pour le printemps. Les Allemands chantent beaucoup, les petits Allemands chantent beaucoup, tout le temps, tout le temps. En France, c'est une pénurie. C'est vraiment
catastrophique. Les enfants ne chantent plus. Et ils se bagarrent, mais ils ne chantent plus. On ne chante plus avec eux. Et ça, déjà, il faudrait commencer, comme la dame dit, voilà, à la maternelle, mélanger, même en anglais, peu importe, les sons, les différents sons. Et la petite gamine, elle s'appelait Jade, je me souviens, elle est venue vers moi. Elle me dit, Madame, vous ne pouvez pas appeler en Allemagne? Moi, j'étais complètement choquée. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je voudrais bien chanter le Enemenemist en allemand à des enfants. Elle était tellement fière. Et je l'ai revue plus tard, lorsqu'elle était au collège, et elle me le chantait. Donc, ça commence très tôt. Voilà. Et ça reste, oui. Oui. Et à Brive, donc, nous avons une enseignante qui habite en face de chez nous et qui est au CM1, Madame Cotenay, pour ne pas la citer. Et vraiment, elle encourage la langue allemande parce qu'elle-même a eu une bonne expérience d'échange en Allemagne, à Francfort. Donc voilà, et mon mari avait fait une conférence à Jeanne d'Arc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vois plus de mains qui se lèvent. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? L'enseignement allemand, c'est aussi quand même un peu une histoire politique, parce que... L'enseignement allemand, c'est aussi un peu une histoire politique. En fait, je suis donc enseignante dans le secondaire, et en fait, les réformes de Najat Vallaud-Belkacem nous a fait vraiment beaucoup de mal. Je pense qu'ici, dans le Limousin, on a perdu pratiquement la moitié des postes. Je cite juste un exemple. J'enseigne à Saint-Junien. Il y a donc 2 collèges. On avait donc dans les 2 collèges et LV2, donc c'est-à-dire c'est les enfants ils choisissent donc une deuxième langue en 5e, et on avait aussi ce qu'on appelle la classe bilingue, c'est-à-dire que quand les enfants rentrent en 6e, eh bien ils ont et anglais et allemand. Et donc vous savez bien que Madame Vallaud-Belkacem, elle avait donc supprimé d'abord les classes bilingues. Bon, après, il fallait y revenir. Mais donc, par exemple, dans le pôle de Saint-Junien, eh bien, dans un collège, on a maintenu la bilingue, et dans l'autre collège, on a maintenu LV2, ce qui fait que finalement, avant, il y avait 2 postes à temps complet, et à la fin, il n'y avait plus que finalement 1 poste à temps complet. Enfin, tout dans l'ensemble. Voilà, il y a cette question-là. Après aussi, en ce qui concerne l'enseignement dans le primaire ou dans les maternelles, eh bien, en principe, on enseigne une autre langue étrangère. Donc, du moment où il y a l'anglais ou du moment où il y a l'espagnol, eh bien, il n'y a plus de place pour l'allemand non plus. Après, il y a une troisième chose qui rentre un peu en ligne de compte, c'est que comme maintenant les professeurs d'allemand ont très peu d'heures dans un établissement, eh bien, ils doivent accumuler les établissements. Donc, il y en a pas mal qui font 2, voire 3 établissements. Et puis, j'ai une collègue, par exemple, elle habitait à Guéret. Elle venait de Guéret à Saint-Junien et de Saint-Junien à Saint-Thierry-la-Perche. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu l'écart, enfin, voilà, les kilomètres qu'il faut faire. Et ça, dans une journée, enfin donc 4 jours par semaine, toujours ces allers-retours. Donc après, il restait effectivement peu de temps. Et pour des projets, si on veut vraiment s'investir dans un établissement, ça demande du temps. Et il faut baigner un peu aussi dans le jus de l'école, dans les projets pour pouvoir s'investir aussi en allemand. Et puis... Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer un peu la problématique actuelle de l'enseignement de l'allemand. Merci. Non, merci. Vous voulez répondre? Parce qu'après on terminera. Non, merci. Bon, j'ai dit que ce sont des choix personnels, mais évidemment, nous sommes
nous sommes conscients que c'était aussi des décisions politiques qui ont influencé cette situation-là. Et certainement, ce sont des choses qui vont être discutées au niveau politique. Ce n'est pas le consulat général d'Allemagne à Bordeaux qui fait partie de ces discours. C'est évident qu'on espère qu'à ce niveau-là, il y a peut-être quelques décisions un peu plus encourageantes pour l'enseignement. Mais merci pour votre description. Bon, je ne vais pas prendre la parole à la place du président, mais je crois qu'on va vers moins le quart et il faut qu'on soit parti. Donc on va remercier Madame Schauber pour sa conférence, Madame le consul d'être venue, d'avoir participé à la discussion, et on se retrouve place de Jacobin. Et j'aimerais remercier le public d'être venu, d'avoir été ici, d'avoir écouté attentivement ce que j'ai dit, bien que ma voix fût un peu enrouée, même beaucoup. Alors merci d'être venu et j'espère que, comme il a été dit, cette conférence et l'ensemble de nos discussions va nous permettre à tous quand même de cultiver le courage de penser et de l'exprimer aussi, quand c'est possible, publiquement. Merci à vous. Merci à la Livrale de m'avoir invité.